L'invité des matins, Ludivine Bantigny, bonjour. Bonjour. Nous allons avoir bien besoin de vous ce matin pour essayer de comprendre si nous sommes, oui ou non, réellement au bord du chaos. Il semble que la France ait souvent été au bord du chaos. Vous êtes maîtresse de conférence. Vous donnez à la féminisation, en histoire contemporaine, mais bien sûr, à l'Université de Rouen. Vos travaux portent souvent sur des phénomènes générationnels, mais même tout le temps, l'engagement politique, la conscience historique. Vous avez publié notamment Héritier en politique au PUF, Jeunesse oblige, Histoire des jeunes en France au PUF. Et puis vous publiez aussi, alors là, on se demande bien d'ailleurs ce que vous faites comme historienne, parce que c'est quelque chose sur l'actualité quasiment, le temps tout à fait contemporain. La France à l'heure du monde, de 1981 à nos jours. Alors si on fait le compte, Ludivine Bantigny, de ce qui se passe en ce moment chez nous, qui fait la une de tous les journaux, tous les jours, que chacun ressasse sans cesse, y compris d'ailleurs nous ici, manifestation des bonnets rouges contre l'écotaxe, destruction de radars en Bretagne pour protester contre la politique fiscale du gouvernement, grève contre la réforme des rythmes scolaires. Ce matin s'ajoute la contestation des artisans. Bref, il semble que la France donc se mobilise de plus en plus pour surtout râler, contester, grogner de plus en plus. Alors bien sûr, par petites touches, ça et là, la grogne sociale, comme on dit, gagne du multiples franges de la société et fait conclure souvent aux éditorialistes que nous serions au bord quoi? Alors d'un grand chambardement, d'un naufrage pour les uns, constatant l'équanimité du président de la République, ou tout simplement du chaos, comme le titre l'Express de cette semaine, au bord du chaos, l'inventaire des échecs de François Hollande. Rajoutons pour couronner le tout que le président de la République s'est donc fait huer pendant le défilé du 11 novembre, mais qu'il faut préciser que ces huées sont venues d'un petit groupe marqué à l'extrême droite. Et pour couronner le tout, on assiste donc aujourd'hui aux insultes racistes à l'égard de Christiane Taubira. Oui, alors vous avez raison de souligner d'emblée que je ne suis qu'une historienne et dès lors de vous interroger à juste titre sur la légitimité. Mais je voulais dire à moitié journaliste quasiment aussi. Oui, alors non, j'espère avec tout le respect que je dois à la profession de journaliste que je n'exerce malheureusement pas rester dans mon rôle d'historienne, même si je suis persuadée que les historiens travaillent non pas sur le passé, mais sur le temps tout simplement et sur la manière dont précisément le passé se sédimente par strates, y compris dans notre présent. D'où, mais il y a une légitimité reconnue depuis la fin des années 1970 au moins à l'histoire du temps présent. Et dès lors, encore une fois, à notre modeste place d'historienne et d'historien, ce que l'on peut proposer, c'est en effet une mise en perspective pour s'interroger sur la nouveauté ou non, la question classique finalement de la rupture ou de la continuité. Alors, en effet, ce qui apparaît très, très puissamment actuellement, c'est une forme d'insubordination. Je reprends le terme d'un historien qui avait travaillé sur l'insubordination ouvrière dans les années 1968, Xavier Vignat. Et cette insubordination, c'est-à-dire cette révolte sociale, organisée, structurée, on l'aperçoit aujourd'hui avec force. Il faut s'interroger sur les mots qui sont posés sur ces formes de révolte. Vous avez parlé de grogne. C'est assez frappant de voir que c'est un terme qui revient... J'ai fait exprès de reprendre ce terme qu'on a utilisé nous-mêmes d'ailleurs, mais voilà, qu'on lit dans la presse. Voilà, oui, précisément. De la presse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'emblée l'écart. Alors là aussi, question classique entre les mots et les choses. Et encore une fois, la question de la nomination est importante. Grogne, en fait, recèle d'emblée une dimension quelque peu dépréciative, voire dépolitisante. Et en fait, donc, c'est une interrogation qu'il s'agit d'avoir. Dans quel héritage politique ces différents mouvements sociaux s'inscrivent? Et dès lors, je pense que, pour avoir en effet travaillé pour ce livre, La France à l'heure du monde, sur les 30 dernières années, on peut mieux resituer en fait, le moment de basculement, y compris de la base sociale et électorale traditionnelle du Parti socialiste, à son encontre, et donc revenir peut-être sur la politique menée depuis 30 ans, qui pourrait expliquer... Alors c'est comme ça que nous sommes tombés sur votre livre. Nous voulions traiter de ce sujet-là, et puis tout d'un coup, dans le bureau, on voit votre livre, et puis on voit que quand vous parlez et vous présentez cette France à l'heure du monde, de 81 à nos jours, vous y allez fort, mais du coup, on se pose la question de savoir si tout vient de là ou pas. Vous dites, les années 80 et à partir de la 81 sont une réaction. Le mot n'est pas neutre. On peut prendre ce terme dans différents sens. Et que cette réaction
se trouve son apogée, son acmé quasiment dans les années 90, mais qu'elle déborde très largement sur notre début du XXIe siècle. Oui, là, il y a une matrice. Qu'est-ce qui se passe alors ? On ne peut pas véritablement comprendre la période actuelle et la politique menée par le gouvernement, et dès lors, les mouvements de protestation qui s'exercent contre lui, sans revenir à ce moment tournant, en effet, des années 80 et de l'arrivée de la gauche au pouvoir de manière durable. C'est pas la première fois, c'est pas la première expérience gouvernementale de la gauche, mais il faut laisser le temps au temps, comme le disait Mitterrand. Il faut vivre avec son temps, comme il le disait aussi. Et vivre avec son temps, c'est en fait une manière euphémisée d'évoquer le tournant politique et idéologique qu'a pris la gauche gouvernementale à ce moment. Réaction ? Alors, réaction, oui, au sens tout simplement où les années 80, alors là je vais exprimer une lapalissade tout à fait choquante, mais arrive après les années 70. Voilà, jusque-là tout va bien. Mais qu'est-ce que ça signifie en réalité, socialement et politiquement ? Ça signifie que les années 70 avaient été marquées, ce qu'on appelle aussi les années 68, quand même marquées par l'événement 68 et encore une fois cette insubordination, cette révolte, cette contestation, absolument pas généralisée dans l'ensemble de la société, mais par des pans entiers de la société. Il y a une réaction quand même assez général face à ça, aussi bien du point de vue économique, c'est-à-dire que, alors si on entre un peu dans le détail des structures économiques de l'époque, à partir des années 70-80, on s'aperçoit que pour les investisseurs, si on revient à ces questions structurelles, pour les investisseurs se pose vraiment la question de où placer ces capitaux de manière rentable. Donc il y a un tournant économique qui voit les investissements se désintéresser des secteurs productifs au profit du secteur financier. Alors là, on va avoir, donc, du coup, c'est quand même un moment absolument décisif pour comprendre les crises financières qui touchent notre période contemporaine. Les choses se construisent là, quoi. Eh bien oui, parce qu'on est dans un tournant, donc réaction au sens économique déjà du terme, puisque c'est la naissance du néolibéralisme. Alors le terme pourrait être discuté, mais il y a vraiment un moment là d'émergence d'autres pratiques du système économique capitaliste, d'autres pratiques aussi de travail, hein, avec une extension de la fragilité généralisée, de la précarité, en lien évidemment avec le chômage massif. Donc comment également utiliser le chômage pour justifier les politiques de précarité et de flexibilité. Reprenons nos termes de presse, la grogne, la colère sociale. Est-ce que cette grogne et cette colère sociale, elle n'est pas tout de même parfois imputable au fond, et dans les reproches que l'on entend faits au gouvernement et par exemple à François Hollande, est-ce que tout de même il ne faudrait pas que la société se reproche une forme d'amnésie ? Vous avez un rappel qui va paraître cruel pour certains dans votre livre, page 41. Vous citez François Hollande en 85, on est peu de temps avant l'alternance, et il faut justifier la politique du gouvernement. Le 17 juillet 85, dans Le Matin, un article est signé par le Parti socialiste, rédigé par François Hollande. On est en 85, et qui écrit en fait, et qui insiste sur la nécessité, nous le citons, de respecter les grands équilibres au risque de sacrifier l'emploi, de poursuivre le mouvement de désinflation quitte à contenir les augmentations salariales, de redresser les marges des entreprises dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'investissement. Et enfin, François Hollande vante le dynamisme, nous sommes en 85, du marché financier, avec 300 milliards d'émissions l'année précédente, loue la désindexation salariale qui a permis aux entreprises d'encaisser les gains de productivité, et approuve le fait que les dépenses publiques de l'État ont diminué, et rappelle que plus de 5000 postes de fonctionnaires ont été supprimés. Et enfin, il insiste, non sans fierté, dites-vous, que la France reste le pays industrialisé dont l'endettement public est le moins élevé. Voilà, un positionnement. Donc, en fait, s'il y a bien quelqu'un de fidèle à lui-même, et peut-être aurait-il fallu être attentif pour ceux qui protestent, c'est François Hollande. C'est François Hollande, et au-delà, c'est la politique du Parti socialiste. Et personne n'est pris par surprise. C'était à la fois surprenant pour moi de trouver ce texte donc de 1985, et en même temps pas très étonnant au vu de ce qui se disait beaucoup dans les rangs gouvernementaux à l'époque. C'est-à-dire, c'est ce que Pierre Bérégovoy appelait mettre nos montres à l'heure. Mettre nos montres à l'heure, c'est-à-dire expliquer que le marché n'est ni de gauche ni de droite, et qu'il faut non seulement se résigner au marché financier et à leur domination
progressive, mais aussi, en fait, rétablir ce que François Hollande, en effet, nomme les grands équilibres, donc au détriment de ce qui était prôné en 1981 et qui, en réalité, du point de vue économique, de la politique économique menée, n'a été mise en œuvre qu'une courte année, c'est-à-dire une politique classique de relance keynésienne par les salaires et la consommation. Et non pas seulement en 83, comme on le dit souvent, ce fameux tournant de la rigueur dont vous dites qu'il est en fait pris très très vite, voilà, les 8 premiers mois après 81. De toute façon, il y a d'emblée des désaccords et des tensions au sein même du Parti socialiste et des conseillers proches de François Mitterrand. Jacques Delors est un homme qui va très très vite prôner justement un changement de politique, privilégiant davantage les investissements et la rentabilité des entreprises, leur compétitivité, plutôt que la hausse des salaires et donc cette politique keynésienne. Et en réalité, dès novembre 1981, il y a l'amorce d'un premier tournant avec un gel très très important des dépenses publiques, de l'ordre de 15 milliards, qu'accompagne 15 milliards de francs. Voilà, alors en l'occurrence, il s'agit de francs pour l'époque. Oui, mais 15, voilà, et puis la première dévaluation. Et puis, dès le printemps 1982, les discours gouvernementaux se multiplient et au plus haut sommet de l'État, puisque François Mitterrand les tient aussi, c'est-à-dire il faut en finir avec ces politiques de hausse salariale, il faut en passer plutôt par le blocage des salaires, ce qui reviendra donc à la désindexation des salaires sur les prix, que Jacques Delors ensuite glorifiera en disant que ça n'a suscité aucune grève, parce qu'il y a une espèce de paralysie. Vous le citez très exactement, il semble très fier que ce que nous avons réalisé là n'ait pas suscité la moindre grève dans les mouvements. Oui, donc là c'est assez caractéristique de cette période qui voit assez peu de mobilisation sociale, même si on pourrait parler des grèves dans un certain nombre d'entreprises, dès 81 jusqu'au milieu des années 80, les sidérurgistes qui en fait s'en prennent, on parlait d'insubordination, les sidérurgistes s'en prennent à des permanences du Parti socialiste dès 84 par exemple. Alors est-ce qu'on arrive aujourd'hui, est-ce qu'on est encore au fond et au bout, est-ce que les contestations, crises sociales et politiques sont, je dirais, la queue de ce moment-là, et est-ce qu'il va y avoir autre chose selon vous? Je ne veux pas vous faire jouer le Madame Soleil, mais est-ce que du coup, vous vous dites, au fond, la France s'est souvent amusée à se faire peur et à parler chaque fois, au fond, voilà, d'un naufrage, d'un chaos, et qui c'est d'une révolution, mais qui n'a jamais réellement lieu. Tout au plus, les manifestations de rue gagnent sur les urnes. Retrait du CPE, les manifestations contre la réforme des retraites d'Alain Juppé, mais pas plus. En effet, donc je ne suis pas du tout diseuse de bonne aventure, mais ce qu'on peut constater, c'est que après une première phase, donc dans les années 1980-90, où il y a eu une relative atonie des mouvements sociaux, il y a quand même eu un tournant, et on est dans un cycle dès lors de mobilisation assez nouvelle. Un tournant en 1995 avec l'immense grève généralisée contre les réformes d'Alain Juppé, notamment sur les retraites et la sécurité sociale, avec, et c'est là aussi que l'historien peut intervenir dans son rôle, c'est-à-dire voir comment des savoir-faire, des pratiques politiques, des pratiques sociales s'héritent, se transmettent, se réapproprient. Là, en l'occurrence, puisqu'on en parle d'un mouvement social à l'autre. C'est-à-dire qu'on voit au fond que les mouvements sociaux se sont non seulement multipliés, mais ont vu leur cadence accélérer. 1995, mais il y a eu 2003, il y a eu 2005, 2007, 2010, la réforme des retraites à nouveau de François Fillon. Donc, en tout cas, ce qu'on peut considérer, c'est que il y a une crise du politique, en tout cas, certainement pas à mes yeux de la politisation, parce que je pense que la chose politique, le politique est toujours extrêmement présent et plus que jamais peut-être au vu de tout ce que vous décrivez. Mais la crise du politique est plutôt une crise évidemment de confiance à l'égard des politiques gouvernementales, puisque les alternants se sont montrés en réalité sans véritable alternative. Nous sommes entrés, dites-vous, dans une nouvelle société, une société à 4 générations. Ça change quoi ? Mais ça change le rapport au temps de manière absolument radicale. Ça change le rapport à l'avenir, l'idée aussi que, voilà, c'est vraiment une révolution anthropologique. Les rapports intergénérationnels dont on dit souvent qu'ils sont conflictuels, enfin, à mon avis, ça c'est vraiment un cliché. On parle beaucoup du vieillissement démographique pour justifier notamment des réformes type la réforme des retraites, Et en insistant régulièrement sur le fait que la génération dite du baby-boom
qui se trouve être par ailleurs la génération dite également des 68 arts, serait une génération qui aurait dévoré ses propres enfants, un peu à la manière de Chronos, qui dévore ses enfants. Bon, cette façon de stigmatiser une génération est une manière aussi d'oublier tout simplement les trajectoires socio-professionnelles d'une majorité de ces baby-boomers, en oubliant donc la manière dont ils terminent, par exemple dans le privé, dans le secteur industriel, leur carrière socio-professionnelle, puisque ce sont les premiers avec les jeunes, donc au debout de la chaîne générationnelle, à souffrir de la précarité, du chômage, des licenciements, des plans dits sociaux. Et donc, en fait, il faut considérer davantage les différences au sein même, les différences sociales au sein même des générations, plutôt que de parler sans cesse d'un conflit générationnel sans cesse remis sur le métier. Et puis vous décrivez très bien dans votre livre l'arrivée de la question de la mondialisation, et vous dites, et d'un mot, au fond, aujourd'hui, nous sommes postmodernes et mélancoliques. Enfin, je relais cette hypothèse, mais en réalité, je pense, pour avoir lu quelques travaux de philosophes, je citerai simplement ici Myriam Revaud-Dallon, qui explique que la modernité est au fond toujours un temps de crise, c'est-à-dire la modernité, c'est le temps sans Dieu, le temps du désenchantement, la crise sans fin de Myriam Revaud-Dallon. Donc c'est pas tant la postmodernité que tout simplement la modernité qui nous plonge en permanence dans le vertige du présent, dans la nécessité d'être à la hauteur de ce présent, puisqu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Dieu. Et comme vous faites feu de tout bois pour illustrer votre propos, vous évoquez un film en 1980, Un monde sans pitié. Si au moins on pouvait en vouloir à quelqu'un. Si même on pouvait croire qu'on sert à quelque chose, qu'on va quelque part. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Les lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et ça, c'est pire que tout. Voilà, 1989, pardon, Éric Rochant et évidemment Hippolyte Girardot. Brice Couturier, comment introduisez-vous le débat de 8h15 ? Puisqu'on est avec une historienne du temps présent, du contemporain, j'aurais parlé de la crise qu'on a sous les yeux qui s'étale dans la presse ce matin. Je voudrais savoir, il y a la fin d'un cycle qui est en train de se produire. Est-ce que c'est la fin du cycle ouvert en mai 81, ce qui serait une simple crise du Parti socialiste ? Est-ce que c'est une crise du cycle ouvert en mai 68 et ça serait une crise de civilisation ? Ou est-ce que c'est une crise du cycle ouvert en mai 58 et ça serait une crise de régime? Vous aviez une question de cours à 7h56, Ludivine Bantigny. On reprend avec la chronique de Brice Couturier. Oui, je vais essayer de développer. Vous avez tenté, Ludivine Bantigny, de resituer l'histoire de notre pays dans le contexte de la mondialisation en prenant pour point de départ l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République le 10 mai 81. Alors, il est certain que cette élection a marqué un tournant et ouvert un cycle qui est peut-être en train de s'achever sous nos yeux. C'est en mai 81 qu'a eu lieu la première alternance politique de la Ve République. Dans les rues en folie de mai 68, nous avions crié « 10 ans, ça suffit ». Nous n'imaginions pas que le gaullisme allait survivre à son fondateur pendant plus d'une décennie encore, et je vous confierai que personnellement, cela m'a paru long. C'est pourquoi, comme beaucoup de mes congénères, j'ai reçu mai 81 comme une revanche sur mai 68. Mais cet apparent passage de relais n'allait pas sans ambiguïté. Certes, l'alternance aura été l'occasion qu'attendaient de nombreux baby-boomers pour parvenir enfin aux affaires et y rester. Mais ceux qui avaient fait le choix d'une gauche gestionnaire, d'une gauche de gouvernement, faisaient alors figure de traîtres aux yeux des anciens camarades qui, eux, n'avaient pas voulu rompre pour de bon avec l'attente de plus en plus désespérée d'une impossible révolution. Ces orphelins de mai 68 se sont réfugiés dans un exil intérieur, amer et douloureux, leur échec personnel venant dans bien des cas redoubler l'échec de leurs aspirations collectives. D'autant que la première présidence Mitterrand s'est traduite par un rapide abandon des idées de départ, relance par la consommation, nationalisation des banques, tiers-mondisme militant. Ces idées de départ, elles ont été échangées contre un décorsetage de la société, entamé sous Giscard d'Estaing, avec la légalisation de l'avortement, mais poursuivi tambour battant sous Mitterrand, avec la suppression de la peine de mort et de la Cour de sûreté de l'État, la libéralisation de l'audiovisuel, la politique culturelle de Jack Lang, la substitution de l'antiracisme à la lutte des classes, le tout accompagnant une libéralisation de l'économie longtemps passée inaperçue.
Cette libéralisation qui a permis à notre pays d'entrer dans la mondialisation a été menée sous l'autorité de Jacques Delors à la Commission, un socialiste, où il était assisté de Pascal Lamy, un autre socialiste libéral, et de Michel Camdessus, l'éternel président du FMI, ultra-libéral sous les 2 présidences de François Mitterrand. Elle a subi une accélération, cette libéralisation, à l'époque où Pierre Bérégovoy était Premier ministre, 92-93, et c'est sous l'autorité d'un président socialiste qu'ont été libéralisés les mouvements de capitaux, qu'a été entériné le principe de l'indépendance de la Banque centrale. Ça paraît contradictoire, mais comme le montre Luc Ferry, il aura fallu en passer par la déconstruction des valeurs traditionnelles, célébrées donc en mai 68, pour que nous puissions entrer sans entrave dans la civilisation de la consommation de masse, dans la grande célébration festive et hédoniste de l'émancipation et du libre choix de soi-même. Ainsi se réalisait la prophétie, faite très tôt après 68 par un philosophe hélas disparu, le philosophe marxiste Michel Clouscar, et analysé après coup par l'universitaire américain Mark Lilla dans un article génial où il montrait que la fusion des idées libertaires issues de la contre-culture des années 60 et du libéralisme économique des années 80, les Reagan Economics, s'était faite à ce moment-là. Et c'est à cette époque que la France, renonçant progressivement à sa fameuse exceptionnalité, s'est mise au diapason des autres grandes démocraties modernes et, avec succès au départ, au diapason de la mondialisation. Alors cette époque a accouché d'un nouveau héros, d'une figure, le consommateur narcissique et irresponsable qui refuse de vieillir parce qu'il ne connaît que le plaisir présent, fort bien décrit par Christopher Lasch, et dénoncé par des auteurs antimodernes plus récents comme Jean-Claude Michéa, habitué de ce micro, et Philippe Muret, qui hélas, lui, est disparu. Alors je disais tout à l'heure que ce cycle historique est probablement en train de se terminer sous nos yeux parce que les sociétés européennes, et la nôtre en particulier, aspirent dorénavant à la sécurité bien davantage qu'elles ne souhaitent s'émanciper. Elles réclament de la protection, des repères stables, des limites, de la prévisibilité, de la chaleur humaine et du lien social. L'offre politique a bien du mal à s'ajuster à ces nouvelles demandes. C'est l'une des causes de la crise dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Mais je le disais, quel est ce cycle qui s'achève ? Est-ce que celui ouvert en mai 81 avec l'arrivée au pouvoir d'un parti socialiste qui avait refusé sa mue social-démocrate, à la différence des partis allemands et anglais ? Celui ouvert en mai 68 avec l'insurrection culturelle des baby-boomers ? Ou celui ouvert en mai 58 avec l'instauration de la Ve République ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Ludivine Bantigny. Oui, j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'aucun des 3 cycles que vous évoquez n'est véritablement refermé. Ni le cycle ouvert en 1981, parce que précisément, cette culture social-démocrate du Parti socialiste, même si elle n'est pas assumée dans les mots, on pourrait citer un Jean Popren, cependant, en 1989, qui dit « Bon voilà, nous ne devenons pas sociodémocrates, nous l'avons toujours été ». Mais donc là, les mots finissent par être posés à la fin de la décennie 1980. Mais précisément, comme on le disait tout à l'heure, dès 82-83, la politique de rigueur est assumée, et dès lors il y a un cycle qui n'est pas refermé, mais une continuité, n'oubliez pas, une parenthèse. Alors c'est ce que disait Lionel Jospin, mais une parenthèse normalement ça se referme un jour. Se referme, mais à la différence, voilà, oui, en effet, d'une continuité. Et là, quand François Hollande a été élu, ce qu'il proposait, c'était de donner du sens à la rigueur, comme il le disait. Donc, en ces termes, il y a quand même une forme de continuité dans les priorités qui sont données désormais par la gauche gouvernementale, notamment à la maîtrise des dépenses publiques, à la compétitivité des grands groupes, notamment des grands groupes industriels. Et ça a été une mutation, en effet, des années 1980. Parler aujourd'hui, comme le fait François Hollande, de l'esprit d'entreprise qu'il s'agirait d'enseigner dans les collèges et les lycées, bon, c'est le produit précisément de cette évolution qui date des années 80, d'une façon pour la gauche gouvernementale de se rallier à l'esprit d'entreprise vu comme une forme de cohésion sociale, à la différence de la lutte de classe qui était encore défendue par le Parti socialiste jusqu'aux années 1970. Et là, les mots, là aussi, ont été posés. On peut penser à l'émission Vive la crise en février 1984, quand Alain Minc avance peut-être le premier l'idée qu'il est un libéral de gauche et qu'il faut accepter la logique des marchés financiers, même quand on est de gauche. Et ça a été très, très important en termes d'exutoire, de libération de la parole, que de poser ces mots pour cette gauche gouvernementale, ce qui a donné lieu à
l'analyse de Furet, Rosan Vallon et Julliard autour de la République du Centre. C'est un livre de 1988. Voilà, cette idée qu'au fond, ce qu'après on évoquera en termes de triangulation, voilà, mais de rapprochement des cultures politiques. Alors, sur 1968, moi j'aurais un désaccord avec votre interprétation parce que précisément, il y a des lectures forcément a posteriori sur 68 qui insistent beaucoup sur l'hédonisme, l'individualisme, le consommateur, etc. Mais précisément, ce sont des lectures par les conséquences de 68. Alors que 68, me semble-t-il, c'est avant toute chose un mouvement prônant le collectif, la solidarité, l'autogestion, mais voilà, le collectif prime non pas sur l'individu, mais sur l'individualisme. C'est-à-dire que le collectif est vraiment pensé comme une manière d'émanciper l'individu. Donc je pense qu'il y a quand même un contresens à lire 1968 au sens de ce qui aurait ouvert le libéralisme. Mais c'est vrai que ce sont des propos qu'on entend assez souvent. Et qui ne sont pas faux au sens où c'est ce qu'avait montré Luc Boltanski et Schiapello dans Le Nouvel Esprit du capitalisme, c'est-à-dire comment le système économique a aussi repris des éléments, des thématiques de 68 autour de justement cet épanouissement, cette idée d'une indépendance de l'individu face aux entreprises notamment, mais pour prôner justement ce qui est le néo-management dans les entreprises désormais néolibérales, c'est-à-dire la culture de l'individu qui est responsable des résultats de l'entreprise. Je voudrais reprendre... on n'a pas entendu le troisième. Voilà, oui. Alors, mais 58. Du coup, est-ce qu'on est on est quoi, en crise de régime? Crise de régime. Je ne pense pas du tout, en fait, parce qu'on s'aperçoit que dans tous les moments, ce rapprochement des cultures politiques dont on a parlé, des cultures de la gauche et de la droite de gouvernement, a permis précisément la cohabitation et a permis donc un système d'alternance qui permet au système au régime de tenir. Et on voit que désormais, donc il ne me semble pas non plus que ce soit... Les institutions sont solides, dans le fond. Elles ne sont pas remises en cause, mais en revanche, le personnel politique est très critiqué. L'abstention ne cesse de progresser, et c'est aussi un geste politique que l'abstention. C'est pas uniquement la pêche à la ligne. Voilà. Mais en revanche, le socle de la Ve République ne cesse d'être consolidé par les hommes et les femmes qui se succèdent au pouvoir. Et on le voit avec ce consensus autour de la figure du général de Gaulle. Enfin, et la polémique qui a eu lieu récemment, lancée par la droite, sur « mais la gauche récupère Colombet », comme la droite a récupéré Guy Môquet ou Léon Blum. Voilà. En revanche, je pense qu'il y a des usages de l'histoire, que ce soit sur 58, on vient de le voir, ou 68, le fameux printemps français, cette espèce de fricassé nationaliste, enfin, où on sentait que dans l'usage même du terme printemps, il y a une référence à 68, mais une référence complètement inversée. On entendait les jeunes, il y avait beaucoup de jeunes dans ces manifestations. On a aussi entendu les jeunes versaillais contre le mariage pour tous à l'Assemblée nationale crier CRS, SS, ce qui a bouleversé plus d'un 68 ans. C'est-à-dire, en fait, les partisans d'un ordre social et d'un ordre moral qui s'affrontent aux forces de l'ordre par un paradoxe et qui se disent insoumis. Il y avait des slogans dans les manifestations du printemps français d'une jeunesse, nous, jeunesse française, la jeunesse insoumise. Donc c'est une espèce de reprise de ce qu'il disait en 68, mais pour retourner les valeurs mêmes de 68. Alors, si, au fond, le régime n'est pas dans la crise que certains voudraient y voir, le chaos, le grand chambardement, le naufrage, est-ce que vous croyez ou pas, à la vue de ce qui s'est passé, au fond, dans l'histoire récente depuis les années 50 en France, que là, nous sommes dans des conditions qui seraient celles d'un Big Bang social ? C'est très possible parce qu'il y a une espèce de convergence entre des catégories sociales qui se sont déjà rapprochées, justement, si on évoque les années 70. Je pense par exemple aux salariés, ce qui se passe aux salariés et aux agriculteurs. Ce qui se passe en Bretagne actuellement, les manifestations de Quimper, de Carrel l'ont bien montré, c'est en fait une convergence entre des salariés qui disent interdiction des licenciements, qui disent nous sommes cassés par nos emplois, mais en même temps nous les défendons parce que nous n'avons que ça. Donc toutes ces entreprises
d'entreprises qui sont en voie de disparition, comme Doux, comme Marine Harvest, où il y a des occupations, etc. Un peu à la manière justement de cette insubordination des années 70 dont on parlait, parce qu'il y a eu aussi une reprise de l'héritage des années 68 à cet égard, dans les pratiques même des occupations d'entreprises, même des séquestrations parfois, ou des saccages, hein, comme on l'avait vu notamment à Compiègne il y a quelques années. Et puis des agriculteurs, notamment de petits exploitants, dont il faut rappeler que une partie d'entre eux touche à peine la moitié du SMIC, que le taux de suicide chez les agriculteurs est 3 fois supérieur à celui des cadres. Donc en fait des catégories qui sont particulièrement étranglées par tous ces phénomènes. Alors la mondialisation, ça serait bien trop rapide de le dire comme tel, mais par cette compétitivité, cette concurrence exacerbée qui pour le coup, aliène et détruit les individus. Je voudrais vous répondre point par point sur les 3 dates. Mai 58, si moi je pense qu'il y a une crise de régime. Pourquoi ? Parce que les réformes qui sont nécessaires requièrent un consensus beaucoup plus large que simplement un parti de droite et un parti de gauche qui alternent au pouvoir. Les Allemands sont arrivés à sortir de leur crise par des grandes coalitions. En réalité, nous avons fait le choix de la guerre idéologique, elle ne convainc plus personne. Chacun sait qu'entre l'UMP et le PS, il n'y a pas un boulevard, il y a une ruelle. Donc c'est pourquoi je pense que le système majoritaire à 2 tours est mort et qu'il faut en passer par un scrutin proportionnel. Le souci, c'est que le Front National dit la même chose. C'est son problème, mais le Front National, après tout, que le Front National ait une représentation parlementaire, s'il fait 20% de l'électorat, ça me paraît pas extravagant. L'essentiel, c'est qu'il y ait au centre une coalition des partis de gouvernement responsables qui puissent mener les réformes ensemble, comme ils l'ont fait en Allemagne. Mai 68, c'est la révolte, certes, de collectifs, mais ce qui reste de 68, après, quand l'illusion révolutionnaire est passée, c'est le féminisme, et c'est la lutte des minorités. Donc c'est bien une émancipation de l'individu qui reste de mai 68. Donc il y a bien là aussi un cycle qui se referme. Quant à la crise du Parti socialiste, certes c'était une parenthèse qui a été théorisée, reste que le PS français, reconnaissez-le, a toujours été en retard idéologiquement sur les grands partis socialistes européens, que ce soit le parti SPD allemand ou le parti travailliste anglais. On a pris le tournant de la social-démocratie avec 20 ans de retard, on a pris le tournant du blairisme avec 15 ans de retard, et aujourd'hui encore, le Parti socialiste français est très en retard sur les évolutions du New Labour en matière de choix de société, qui sont bien en avance de 15 ans sur notre gauche à nous. Ludivine Bantini. Donc là encore, un cycle se referme. Oui, enfin, je vous laisse la responsabilité de juger qu'il s'agit forcément de retard par rapport à un système de normes et de valeurs que, pour ma part, je ne partage pas tout à fait sur le blairisme comme modèle. Mais il me semble qu'en tout cas, ce que vous appelez retard, en fait, me semble plutôt lié à un décalage encore une fois, dans les mots. Je ne veux pas trop faire de sémantique ou de rhétorique, mais encore une fois, quand Popren dit, voilà, nous avons toujours été sociodémocrates, mais maintenant nous le disons parce que nous sommes en 1989-90, que le mur de Berlin est tombé, et que maintenant, voilà, il y a plus d'alternatives. Popren était très, je l'ai connu, c'était quelqu'un qui était en même temps à la gauche du PS, mais qui était extraordinairement anticommuniste. N'oubliez pas qu'il disait pas les soviétiques, il disait les cosaques. Oui, tout à fait. Mais donc, en tout cas, il y a quand même, et c'est la fameuse deuxième gauche qui arrive au pouvoir avec Michel Rocard, c'est aussi une façon d'entériner que première gauche et deuxième gauche n'ont plus au fond de sens, puisque elles gouvernent désormais ensemble, et que ce que prenait la deuxième gauche, c'est-à-dire justement une acceptation du marché et d'un capitalisme bien tempéré, eh bien cet esprit-là... Hollande, première ou deuxième gauche triomphe. Et bien précisément, il me semble qu'il fait la synthèse. Il fait véritablement la synthèse. C'est d'ailleurs maintenant, au fond, ce qu'on lui reproche, d'être un homme qui fait trop de synthèse et qui ne prend pas de décision. Je ne sais pas s'il ne prend pas de décision, parce qu'en réalité, il y a quand même il ne faudrait pas nier qu'il y a des politiques qui sont menées. C'est-à-dire tous les discours selon lesquels il y a une domination absolue des marchés, que l'économie, en fait, domine le politique et asservit le politique. Enfin, je suis assez dubitatif, parce qu'il y a des décisions politiques quand même qui sont menées. Alors, en général, me semble-t-il, depuis 30 ans, dans le sens précisément que préconisent les marchés, mais enfin, ce sont des décisions politiques. Il y a quand même un volontarisme politique.
Alors, puisque dans votre livre, je crois qu'il se conclut par une formule qui est aussi le titre d'un film très populaire à grand succès, Retour vers le futur, quelques extraits tout de même pour voir aussi la permanence, après tout, de nos préoccupations. Un extrait de Comment va la France? C'était les pieds sur terre du 10 mai 2004. Comment va la France aujourd'hui, monsieur? La France, elle va plutôt mal. On a remis un gouvernement qui avait été désavoué par les Français lors des élections régionales. On reprend les mêmes et on recommence. Et je ne crois pas à cette volonté de réforme du nouveau gouvernement Raffarin III. J'y crois pas du tout. D'autant plus que la conférence de presse du président de la République ne nous a pas plus éclairés sur l'avenir de l'Europe. Et en plus de ça, concernant la Turquie, le président Chirac a été un des premiers à être en faveur de cette adhésion de la Turquie et son parti est contre. Alors vraiment, on est en plein dans le chaos total. Alors, vous voyez, chaos total. Remontons encore dans le temps. Le 17 octobre 96, Journal de France 2, 7 fédérations de fonctionnaires avaient appelé une journée de grève et de manifestation, avaient rencontré une très large mobilisation. Nous sommes donc en 96. Quand on voit comment les privilégiés aujourd'hui, on continue à leur faire des cadeaux et comme les autres sont obligés de payer et de payer de plus en plus fort et de plus en plus lourd, tous les éléments pour un ras-le-bol sont aujourd'hui rassemblés. En Bretagne aussi, 35 000 personnes manifestaient leur inquiétude pour l'avenir. C'est probablement qu'on finira notre carrière là où on est, dans les phares et valises. Mais c'est qu'après nous, ce qui nous inquiète, c'est le vide qui est préparé derrière nous pour la suite, quoi. C'est pour cela qu'on est ici ce matin. Et on revient un peu dans le temps, mais là tout récent, c'était au mois d'avril dernier, déjà la gronde se faisait entendre et on demandait, c'était sur France 3, à l'historien, déjà voyez un historien éditorialiste Jacques Julliard, si au fond, avec les grognes successives, il y avait le risque d'une révolution. Une question tout simplement, peut-on imaginer un mai 2013 qui serait un mai 68 à l'envers? Sous la forme de mai 68, non, je ne crois pas au grand chambardement. En revanche, je ne crois pas au grand chambardement parce que la société est trop déprimée. Les ouvriers, les classes moyennes sont trop déprimées. On ne fait pas de grand chambardement dans ces conditions. Voilà, donc la déprime pour Jacques Julliard et donc je le disais tout à l'heure, la mélancolie pour Ludivine Mantigny. La déprime et la mélancolie, sans doute pour partie, mais aussi la détermination. Oui, non, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain en présence de Caroline Eliachev, mais en revanche, la référence justement récurrente à 68 qu'on a encore entendue à l'instant, souligne quand même que 68, avant d'être ce que vous disiez tout à l'heure sur les minorités, le féminisme, etc., qui sont des éléments absolument fondamentaux, a été d'abord la plus grande grève générale que le pays ait connue. Et c'est une référence quand même qui a rejoué très régulièrement. Donc on a parlé de 95, on a parlé de 2003, on a parlé de 2010. Et ça, une explosion sociale de ce type, on l'a vu en 2010, hein, c'est-à-dire avec l'idée que certains secteurs, notamment du côté des terminaux, des ports à Marseille, des raffineries, évidemment de la SNCF, pouvaient bloquer l'économie du pays. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'apparaît pas comme appartenant au passé. Enfin, on l'a véritablement vu en 2010. Donc c'est toujours une possibilité. On pourrait penser que les élections municipales qui vont arriver bientôt empêcheraient au fond cette révolution, puisqu'il y a souvent cette tension, comme vous le dites dans votre livre, entre la rue et les urnes. Tantôt la rue gagne, 1995, l'époque du CPE, ou d'autres encore, les manifestations bretonnes qui font, semble-t-il, reculer le gouvernement. Mais parfois, vous dites, l'urne finit par gagner, et pas seulement la rue, parce qu'au fond, le droit de vote, nos institutions font que, s'il y a contestation, l'approche, c'est en 5 mois, les municipales, l'approche des urnes fera qu'il n'y aura pas plus de contestation sociale que cela. Et c'est peut-être ce que se dit le gouvernement aujourd'hui, en ne voulant apparemment rien changer, encore qu'on n'est pas à l'abri tout à l'heure à 9h12 d'avoir un remaniement ministériel, mais bon. C'est vrai, mais on voit quand même que, encore une fois, cette progression de l'abstention ne cesse. Alors, c'est l'abstention du coup qu'il faut prendre en l'abstention compte. Et dès lors, l'usage de la rue, on l'a vu, on évoque le printemps français, on s'aperçoit que l'usage de la rue, désormais, est partagé par une partie de la droite, certains milieux, qui précisément considéraient que c'était une aberration politique que de descendre dans la rue pour contester les institutions. C'est plutôt les historiens de gauche qui considèrent que c'est une aberration. La
la droite a toujours été dans la rue, dans les années 30 par exemple. Oui, mais vous avez l'idée que la rue est réservée au populisme de gauche, mais le populisme de droite aussi a souvent été dans la rue. Pas, mais ça a été le 6 février 34 par exemple. Ou le 30 mai 1968 pour soutenir De Gaulle, ou le 24 juin 1984 contre la réforme. C'est pas un monopole. Non, pas du tout. Mais sauf que c'est toujours considéré, même dans la culture de droite, comme une aberration, puisque l'ordre, c'est quand même l'ordre qui doit être mis en œuvre par l'Élysée et par le Parlement. Ludivine Bantilly, de quoi la une de Minutes sur Christiane Taubira est-elle le nom vu par une historienne? Alors là aussi, vous dites qu'il faut faire attention, revenir dans le temps, voir que les choses ne sont pas uniques, elles se sont déjà produites. Il semble quand même tout de même que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose aussi ignoble. Mais je me trompe peut-être. Et est-ce que c'est lié à l'histoire de France, à quelque chose qui ressurgit régulièrement, d'une nostalgie coloniale? Je ne sais, je vous pose la question. Alors, malgré la dédiabolisation d'une partie de l'extrême droite qui est voulue notamment par le Front National, d'ailleurs il y a eu des condamnations officielles, je crois, de Florian Philippot, mais en réalité, ils sont fâchés dans cette presse d'extrême droite et notamment dans les bulletins internes, voilà, il y a toujours cette culture de la xénophobie structurelle. Et il y a eu une tribune récemment dans Le Monde du journaliste Harry Roselmack qui était très frappante par cette façon d'expliquer que tout à coup il se sentait à nouveau nègre, c'est-à-dire voyant ressurgir toute une culture coloniale avec les fameuses affiches de Banania, Yabon Banania, etc. Et c'est vrai que c'est un héritage dont on ne s'est absolument pas délesté et qu'on voit ressurgir ici. Alors avec ces insultes ignobles... La petite main de SOS Racisme dans les années 80 n'a strictement eu aucun effet sur personne. Il y a eu des effets, mais il y a eu aussi une forme de banalisation du racisme, en tout cas de la xénophobie, y compris parmi les plus hautes personnalités de l'État. Le bruit et l'odeur, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué et qui continue. Il y a des films encore, ou des chansons, ou du rap qui continuent à évoquer le bruit et l'odeur. Donc la formule de Jacques Chirac, qui ne peut certainement pas être soupçonné de racisme, mais qui ponctuellement exprimait cette xénophobie. Et donc, voilà, l'insulte à l'égard de Christiane Taubira, et qui à juste titre suscite le scandale, l'émotion et l'indignation, est aussi le révélateur d'un racisme plus généralisé, et que la dédiabolisation du Front National contribue également à alimenter, me semble-t-il. Caroline Eliachev. Oui, à vous écouter, je vois que vous êtes plus prudente que Jacques Julliard sur les prédictions. Et la question de la dépression me paraît un mauvais terme parce que vous connaissez maintenant les troubles bipolaires. Et, la France bipolaire, je voilà. vois. Voilà. D'un côté, il y a la dépression, mais qui peut virer à la crise maniaque. Mais je constate quand même que, voilà, ce qui est très intéressant en vous écoutant, c'est que ça nous donne une perspective, mais que vous gardez bien de faire des prédictions. Je crois que vous avez raison, parce que quand on vous les ressort quelques années plus tard, c'est quand même extrêmement dangereux. Mais en fait, disons que la crise maniaque n'est pas absolument exclue. Ludivine Bantigny. Disons qu'évidemment, encore une fois, moi je ne parle qu'en historienne et donc avec peu de compétences pour m'exprimer sur l'avenir. C'est-à-dire personne n'en a de compétences pour s'exprimer sur l'avenir, même ceux qui le font. le futurisme, en revanche, ce qui est important malgré tout, c'est de tenir compte du champ des possibles des acteurs, voilà, de ce que les acteurs s'imaginent. Et comme historien, on peut tout à fait le faire. Et donc, encore une fois, je disais tout à l'heure qu'on ne travaillait pas en historien que sur le passé, on travaille aussi sur le présent et la sédimentation du passé dans le présent, mais également, si ce n'est sur le futur, du moins sur l'avenir tel que se les représentent les acteurs. Et donc là, pour le coup, l'expérience historique, même très récente, encore une fois, si on se réfère à cette succession de mouvements sociaux des années 1995-2010, on peut en effet envisager que la situation se reproduise et qu'elle aille plus loin en raison de la crise de désespérance aussi à laquelle on est arrivé. Mais attention, pour conclure, je voudrais citer quand même, puisque c'est vous d'ailleurs qui l'a cité cette extraordinaire belle phrase de Chateaubriand, pour essayer d'éviter les faux semblants. Chateaubriand, dites-vous, qui évoquait, je le cite, une certaine couleur de contemporanéité vraie dans le moment qui s'écoule, fausse après le moment écoulé. C'est la phrase qui guide tout votre livre.
Oui, puis c'est l'idée que c'est compliqué d'être des contemporains, au fond. On n'est jamais véritablement des contemporains les uns des autres parce qu'il y a des décalages dans les expériences, il y a des interstices, il y a des couleurs dominantes, et puis il y a des teintes plus pâles. Donc on ne vit pas les mêmes événements à la même aune. Et donc, voilà, la contemporanéité, bien sûr, on l'affronte de plein fouet, mais revenir à des échelles aussi plus fines. On entendait dans votre reportage, voilà, en 1996, quelqu'un des phares et balises, voilà, parler du travail, du quotidien. C'est une manière aussi de travailler sur les disjonctions entre les manières de vivre le temps et donc une façon de souligner le contraste qu'il peut y avoir finalement entre les prises de position quant à cette contemporanéité. Merci.